Avec le cours d'aujourd'hui, nous ne quitterons pas complètement le royaume d'Alep, mais cette fois, nous allons nous tourner vers l'Est. La région, qu'on appelle souvent la grande boucle de l'Euphrate, était d'une importance stratégique considérable dans l'Antiquité. L'Euphrate servait de trait d'union entre les régions situées plus au nord, dans l'est de la Turquie actuelle, et la Mésopotamie. Au niveau de Meskéné, le cours du fleuve changeait de direction vers l'est, puis le sud-est. Et en sens contraire, quand on venait de Mésopotamie, c'était là que l'on quittait la vallée de l'Euphrate pour rejoindre la Méditerranée via Alep. La ville d'Imar était rattachée au royaume d'Alep, mais avec un statut spécial qu'il va nous falloir étudier. Et nous descendrons ensuite le cours de l'Euphrate pour analyser la situation de la ville de Toutoul, qui formait la limite occidentale de l'influence de Marie et entretenait des relations étroites avec Imar. De façon très intéressante, nous rencontrerons surtout des marchands et nous verrons l'importance que les assemblées tenaient dans l'administration de ces deux villes. Nous commençons donc avec Imar et je garde cette forme du nom de la ville qui est connue dans la seconde moitié du deuxième millénaire comme Émar. En 1954, lors du 23e congrès international des orientalistes à Cambridge, Georges Dossin proposa d'identifier la ville d'Imar avec telle Meskéné et il a fallu attendre un peu moins de 20 ans pour que cette proposition soit confirmée. La fouille de Meskéné se situe dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui des recherches d'archéologie préventive. Les Syriens avaient décidé de construire un grand barrage sur l'Euphrate au niveau de Tabqa. Le lac qui allait en résulter, et qui fut appelé le lac Al-Assad, devait inonder un bon nombre de sites archéologiques de la boucle de l'Euphrate, puisqu'il devait s'étendre sur 80 km de long et par endroits jusqu'à 8 km de large, notamment au niveau du barrage. Et curieusement, alors que tout le monde était conscient de l'importance de cette zone, aucune fouille, ni même aucune prospection n'y avait été conduite jusqu'en 1963. La situation a bien changé depuis. De nombreux sites ont été fouillés en peu de temps, allant de la préhistoire jusqu'à l'époque islamique, qui ont accru nos connaissances de manière considérable. Cette activité archéologique inédite a connu son apogée entre 1971 et 1974, la construction du barrage ayant commencé en 1968 et s'étant achevée en 1973, date à partir de laquelle le lac a commencé à se remplir. Il y a eu une exposition au musée d'Alep qui s'est tenue à l'automne 1974 et un colloque qui a été organisé à Strasbourg en mars 1977. En ce qui concerne la France, une équipe de préhistoriens fouilla le site de Mouraïbet et une équipe de l'Institut d'études arabes de Damas a été chargée de travailler à Meskéné-Balis. Or, en 1971, un sondage a permis la découverte de matériel sans rapport avec l'époque musulmane et notamment une tablette cunéiforme. Il fallait donc que des spécialistes de l'Antiquité préclassique viennent élargir le sondage. Et à ce moment-là, Jean Margueron était, pour ainsi dire, au chômage technique, parce qu'après 2 campagnes à Larsa entre 1969 et 1970, il ne put retourner sur le site, pris comme otage, comme il l'a dit lui-même, à cause d'un différend entre les antiquités de Bagdad et le musée du Louvre qui ne le concernait en rien, je cite toujours. Il vint donc à Meskéné en 1972 et les découvertes ont été d'une grande richesse, notamment en ce qui concerne les tablettes cunéiformes. Daniel Arnaud, épigraphiste de Larsa, devenu ipso facto épigraphiste de Meskéné, rédigea aussitôt une note brève datée du 20 novembre 1972, mais vu les délais d'impression de la revue d'assyriologie, elle parut seulement en janvier 1974. Naboo n'existait pas encore.
Le 7 mars 1973, Arnaud écrivit une lettre à Dossin pour lui dire que les découvertes toutes récentes confirmaient son hypothèse de 1954. 22 tablettes avaient été découvertes dans une jarre scellée dans un mur d'un bâtiment désigné comme Hilani, une sorte de palais. Il s'agissait de contrats de vente de champs ou de maisons par les anciens de la ville d'Aymar. Vu l'importance des découvertes, la campagne de 1972 a été suivie par une autre, et ainsi de suite, ce qui fait qu'on a finalement eu 6 campagnes entre 1972 et 1976. Mais tout ce qui fut alors mis au jour remontait au bronze récent, c'est-à-dire à la deuxième moitié du deuxième millénaire. Pas de traces de la ville du bronze moyen mentionnée dans les textes de Marie. La situation a été interprétée par Jean Margueron de cette manière. La ville contemporaine des archives de Marie devait se trouver dans la vallée, alors que le site de Mesquené où il fouillait, situé sur le rebord du plateau, était une ville neuve construite au XIIIe siècle. J'ai moi-même, en 2016, suggéré dans une note, je dois dire passée complètement inaperçue, que la soi-disant ville de Échou, attestée dans 6 textes d'Aymar, était en réalité à comprendre comme Alou-Échou, la ville neuve, selon un modèle qui est déjà connu à l'époque paléo-babylonienne, à Babylone ou encore à Kish. Ce qui a été fouillé correspond donc à une extension de la ville antérieure. Et la ville d'Imar, contemporaine de Zimrilim, ne sera jamais connue par des textes découverts in situ. Un dossier du numéro 6 de la revue Marie a été consacré en 1990 à Imar avant le bronze récent, et Bernard Geyer a pu analyser une photo aérienne ancienne qui permet de voir où pourrait avoir été située la ville du IIIe et du début du IIe millénaire dans la vallée, désormais donc irrémédiablement engloutie. Dans le tome 3 du répertoire géographique des textes cunéiformes, paru en 1980, on avait seulement 23 références à Imar. Aujourd'hui, le nom de la ville apparaît dans pas moins de 90 textes publiés, dont 83 découverts à Marie. C'est plus que Carchemish, 63, plus qu'Alep, 85. Et ceci montre au passage à quel point la base de données Archibab est d'une importance vitale pour la recherche. Comme l'a montré Jean-Marie Durand dans sa très riche contribution à Marie VI, une partie importante de la documentation retrouvée à Marie relative à Imar concerne les marchands de cette ville. On va d'abord s'intéresser aux produits qui étaient négociés par Imar. Le gros du trafic fluvial était formé par des bateaux transportant des céréales, du vin et de l'huile. On le voit avec ARM 33-203, une lettre qui dit « Au sujet des bateaux chargés de jarres de vin et d'huile qui sont venus en aval depuis Imar, Monseigneur m'a envoyé un message, etc. » Ou encore cette autre lettre, un individu est arrivé d'Amon depuis Imar avec les bateaux chargés de grains et de vin. Et ce n'est que de manière ponctuelle que nous connaissons d'autres produits dont les marchands d'Imar faisaient commerce, comme ce petit billet daté de l'année 5 de Zimrilim qui porte sur des variétés de bois odoriférants, 3 talents de tiarou, on ne sait pas exactement de quelle espèce il s'agit, 2 talents de myrte et 2 talents de cyprès qui ont été achetés au marchand Hanna Adou Imariot. On trouve aussi des textes où il est question d'alun, de vin ou encore de laine, et une lettre indique ponctuellement le transport de paille pour la fabrication de briques permettant à Dadir Hadoun de fortifier la ville d'Abatoum. Et je voudrais citer plus en détail une lettre d'Askoudoum qui est particulièrement intéressante à ce sujet. Avant mon départ, Monseigneur était très préoccupé. Aussi ne m'a-t-il pas donné d'instructions pour prendre ce dont le palais avait besoin,
Maintenant, une tablette de Monseigneur relative à prendre ce qui fait besoin m'est arrivée à Manoukhatan, et ce que Monseigneur m'a écrit est parfait. Lorsque je pourrai bouger, j'irai afin que ne manque pas ce qui fait besoin, et je prendrai tout ce qui fait besoin, à propos de quoi Monseigneur m'a écrit. Je ne retiendrai que 10 jours les barques à Imar, si Yarimlim m'a donné sans tarder ce qui fait besoin à Monseigneur. Je retiens les barques jusqu'à ce qu'il fasse parvenir à Imar ce qui fait besoin. Après quoi, je louerai des barques et des navires imariotes, et ce qui fait besoin à Monseigneur, et là on a une liste intéressante, en cèdre, cyprès, bois et lamacoum, buis, cuivre, plomb et toute autre chose nécessaire, je prendrai tout de suite. Donc essentiellement, vous le voyez, du bois et du métal qui étaient évidemment des denrées qu'on ne trouvait pas à proximité de Marie. Sinon, je ferai mettre dans des sacs de cuir ce que l'on a réclamé à Yarimlim, j'achèterai de l'huile pour une mine d'argent et je la ferai transporter par barque. En ce qui concerne l'argent qui pourrait manquer, à propos duquel Monseigneur m'a écrit « Écris pour qu'on te porte l'argent », si de l'argent me fait défaut, j'emprunterai l'argent manquant auprès des marchands que je pourrais rencontrer. Sinon, le temps que j'écrive à Monseigneur pour l'argent, les jours seront inemployés. Donc on préfère avoir recours à l'emprunt plutôt que d'attendre l'arrivée d'un messager chargé d'une sacoche pleine d'argent. Et donc, cette liste est intéressante par la variété des produits qui transitaient par Imar et dont le palais de Marie avait besoin. Manifestement, Imar contrôlait le trafic fluvial sur l'Euphrate et les bateaux qui descendaient l'Euphrate jusqu'à Marie étaient généralement la propriété des marchands d'Imar. On voit ainsi à Marie une créance sur un individu qui gardait le reliquat du loyer de bateaux servant à transporter du grain depuis Imar. On ne doit pas, cependant, oublier qu'une partie du commerce se faisait aussi par voie terrestre, comme le montre cette lettre d'un gouverneur de Katunan sur le Khabour. Autre chose, 30 ânes appartenant à des Imaréens transportaient de l'huile. Ils ont été emmenés de Toutoul en cachette et, du milieu des pâturages, ils ont débouché à Katunan. Iliadou l'Imaréen est à leur tête, avec l'intention de continuer vers Kourda. À présent, j'ai retenu cet homme et leurs ânes, et je leur ai dit, alors qu'ici votre tarif n'a pas été calculé avec les Bédouins, vous passeriez outre vers Kourda? Voilà ce que je leur ai dit. À présent, j'ai écrit à Monseigneur en qualité de serviteur, que Monseigneur réfléchisse et qu'il m'écrive ceci ou cela. Autrement dit, est-ce que je dois laisser ces marchands continuer leur route ou bien est-ce que je dois faire en sorte qu'ils cèdent aux Bédouins qui en ont besoin cette huile? Mais le problème, c'est le tarif qui sera appliqué. Et donc, c'est intéressant de voir de l'huile ainsi transportée par des jarres à dos d'âne à travers la steppe. Une des caractéristiques du commerce à l'époque amorite, c'est la liberté de circulation dont jouissaient les marchands qui pouvaient passer d'un pays à l'autre, même quand ils étaient en guerre. Une lettre d'Ibn el que j'ai publiée jadis l'évoque explicitement et l'analyse d'autres documents à laquelle Jean-Marie Durand et moi-même nous nous sommes livrés le confirme. Le corollaire de cette liberté de mouvement, c'était la crainte des autorités que les marchands soient des espions. Et une lettre de Yantakoum à Yasmaradou se fait l'écho de telle crainte à propos de marchands venus d'Imar. Je cite, « 9 Imariotes sont arrivés ici et ils ont dit « Nous allons à Choubatenlil pour acheter de l'étain. Maintenant, je viens d'envoyer ces gens chez Monseigneur. Peut-être ces gens peuvent-ils être des informateurs, que Monseigneur prenne une décision à leur propos. » Donc une affaire qui est doublement intéressante. Elle révèle que la fameuse route de l'étain passait bien par Choubatenlil, où nous savons que des marchands assyriens avaient leur résidence. Et puis, elle montre que des marchands pouvaient transporter des informations utiles, et donc on essaye de profiter de leur passage pour leur soutirer des nouvelles.
Cette liberté de circulation des marchands se heurtait cependant à des limites parce que le pouvoir politique pouvait retenir des caravanes ou des convois de bateaux. Une lettre très célèbre de Zimrilim au roi d'Alep Yarimlim nous donne des informations extrêmement intéressantes sur les rapports entre ce qu'on pourrait appeler commerce et politique. Dit à Yarimlim, ainsi parle Zimrilim, ton fils, donc le roi de Mari s'adresse au roi d'Alep, plus âgé que lui, son beau-père, et donc il emploie cette terminologie qui implique son rang inférieur. J'ai appris ceci. Il y a beaucoup de grains à Imar, appartenant à des marchands, mais Yarimlim fait des problèmes pour le laisser descendre à Mari. Voilà ce que j'ai appris. Pourquoi donc mon père désire-t-il que je sois en état de faiblesse? Est-ce dans cet esprit qu'il s'est trouvé dire pour moi « Zimrilim, c'est moi qui l'ai fait entrer sur son trône, je veux faire ce qu'il faudra pour qu'il soit fort et renforcer les assises de son trône. » Or, en fait, tu fais des problèmes pour que le grain aille en aval à Mari. Et donc, Zimrilim commence par souligner le contraste entre l'aide qu'il a déjà reçue et l'aide qui lui a été promise par le roi d'Alep, alors que son attitude consiste à interdire à des bateaux de livrer du grain depuis Imar en descendant l'Euphrate jusqu'à Mari. Alors, Zimrilim cite ensuite une lettre reçue d'un autre roi qui lui propose du grain, mais il a refusé, et il explique au roi d'Alep ce qui suit. En effet, voici ce que j'avais décidé en moi-même. C'est mon père qui m'a fait entrer sur mon trône, c'est lui qui est ma force, donc il affermira les assises de mon trône. Et de continuer, à présent, cela fait de nombreux jours que je suis entré sur mon trône et que je livre combat et même bataille. Or, mon pays n'a nullement engrangé la moisson tranquillement. Si tu es véritablement mon père, entreprends ce qui me rendra fort et affermira les assises de mon trône. Que mon père prête attention à cette tablette de moi, que les marchands de grains qui sont à Imar expédient vers l'aval des bateaux et qu'ils rendent confiance au pays. Alors, vous voyez le changement entre la deuxième personne, la troisième personne. Est-ce à la relecture une raison pour laquelle le roi de Mari a dit on ne peut pas envoyer cette lettre puisque nous l'avons retrouvée à Mari. Elle n'a donc pas été expédiée. Nous ne savons pas, ça peut être aussi la copie d'une lettre envoyée, mais je pense plus vraisemblable que c'est un projet qui finalement a été corrigé et je pense effectivement envoyé au roi d'Alep. Passons maintenant à... Oui, alors la lettre, pardon, un dernier point, la lettre se terminait par la promesse de contrepartie. Autre chose, voilà que je fais porter l'étain qui est en ma possession. En outre, lorsque de l'étain m'arrivera encore, je t'en ferai porter, on revient à la deuxième personne, il faut que des tablettes me donnant des nouvelles de mon père, troisième personne, soient continues chez moi. On passe maintenant donc à la question de la taxation, c'est-à-dire le prélèvement de ce qu'on appelle un mixum, un terme qui pour nous est gênant parce que c'est un prélèvement qui, selon les contextes, peut désigner un loyer, une taxe ou encore des droits de douane. Dans la deuxième moitié d'une lettre du chef nomade Ashmad, que nous avons étudiée l'année dernière, eh bien, on trouve cette indication. Autre chose, des marchands d'Imar sont venus à la steppe et ils voulaient acheter des moutons. Je leur ai parlé à propos de la taxe mixum. Ils m'ont répondu « Nous ne donnerons pas la taxe mixum ». À présent, dois-je taxer d'un mouton sur 10 ? Je veux bien taxer, ou faire ce que mon Seigneur me dira de faire. Il faut que mon Seigneur écoute ma présente tablette et me fasse porter rapidement réponse à ma tablette. Donc, c'est une affaire intéressante puisqu'on voit des marchands qui sont prêts à acheter des moutons directement à un chef nomade, mais comme Ashmad dépend du roi de Mari Zimrilim, une taxe doit frapper l'opération. D'après cette lettre, on comprend que le taux est de 10%, mais les marchands d'Imar ne semblent pas prêts à l'acquitter, et donc Ashmad demande au roi de Mari des instructions.
Un autre dossier très instructif est formé par 2 lettres d'un certain Yatar Kapkab qui ont été publiées dans ARM 34 sous les numéros 42 et 43. Yatar Kapkab était arrivé à Imar, porteur d'une statue de Zimrilim destinée à Alep, et il est alors conduit devant l'assemblée Tartamoum des gens d'Imar, on va revenir sur cette assemblée dans un instant, et les gens d'Imar exposent leurs griefs à l'égard de Zimrilim, et un de ces griefs porte sur le paiement de cette taxe mixoum qui frappe les marchandises. Les Imariotes déclarent « Nous ne sommes pas lésés, mais c'est la taxe mixoum qui est excessive. » Alors moi, dit l'envoyé de Zimrilim, est-ce une innovation que Monseigneur ait fixé cette taxe mixoum? Est-ce que ses prédécesseurs n'en avaient pas fixé, alors que lui en aurait fixé une? Monseigneur n'abrogera certainement pas cette taxe mixoum. C'est ce que les prédécesseurs ont fixé. C'est correct. Qu'est-ce donc que votre taxe mixoum? 10 mines d'argent. C'est une taxe mixoum à la toutoule. Son père, donc sans doute allusion au père officiel de Zimrilim, c'est-à-dire Yardumlim, a fixé jusqu'à 30 talents d'argent en faveur d'Eshnouna. Monseigneur n'a pas à vous en libérer, c'est-à-dire de cette taxe mixoum. L'argumentation déployée pour faire admettre aux marchands d'Imar la légitimité de la taxe mixoum qui leur est imposée se situe donc dans un cadre bien connu, le recours au passé, au précédent, et nous avons de cela de nombreux exemples. L'émissaire du roi de Marie semble considérer d'ailleurs que la taxe qui a été fixée autrefois est d'un montant peu élevé et que son paiement ne devrait pas poser de problème aux gens d'Imar. Il ne s'agit pas d'une brutale augmentation de 25%. Finalement, Yatar Kapkab eut gain de cause et put poursuivre sa route vers Alep. La situation politique d'Imar est assez étonnante. D'un côté, la ville appartenait au royaume de Yamrad, mais par ailleurs, elle semble avoir joui d'une assez large autonomie. Lorsque Zimrilim réclama au roi d'Alep, Yarimlim, l'extradition de rois yaminites qui s'étaient rebellés contre lui et réfugiés sur le territoire du Yamrad, affaire à laquelle on a déjà fait allusion, il envoya son barbier Darish Libour. Et Yarimlim lui jura que ces rois ne se trouvaient pas dans son royaume. Et le dialogue entre l'envoyé de Zimrilim et le roi d'Alep se poursuit ainsi. Je lui ai rétorqué, dit donc Darish Libour, le Dadmoum tout entier? Eh bien, Imar n'est-elle pas à toi? Et ne représente-t-elle pas ton pays? Présentement, donc, on peut dire que Monseigneur a refusé de livrer ses gens. Voilà ce que je lui ai dit, parce que les rois yaminites en question se trouvaient à Imar. Alors, il, c'est-à-dire le roi d'Alep Yarimlim, a convoqué les anciens d'Imar. Il leur a donné l'ordre suivant: les rois des Yaminites ne doivent pas se trouver à Imar. Faites-les-en partir, désormais qu'ils ne s'y trouvent plus jamais. Si de rechef ces gens ont accès à Imar, Zimrilim et moi-même, nous vous ferons la guerre. Voilà ce qu'il leur a dit. Ils ont répondu: nous avons fait partir ces gens, désormais, plus jamais ils n'auront accès à Imar. Donc on voit ici une forme de pouvoir politique local assumé par un collectif formé par les anciens de la ville sans qu'il soit fait mention d'un individu qui serait à leur tête. Et donc, il nous faut continuer en examinant la question de l'Assemblée. C'est une thématique qui a été introduite en assyriologie par Jacobsen dans un article de 1943 sur ce qu'il appelait la démocratie primitive en Mésopotamie. Mais son analyse reposait avant tout sur des textes littéraires sumériens appartenant au cycle de Gilgamesh. Et on a beaucoup discuté sur l'éventuel bicamérisme qui aurait pu exister à Uruk au début du IIIe millénaire, d'une manière que vous me permettrez de qualifier d'un peu hors sol.
on peut dire que Jean-Marie Durand a ouvert une nouvelle page dans l'histoire des institutions de la Mésopotamie avec son article de 1989 consacré à l'Assemblée en Syrie à l'époque pré-amorite. Mais l'intitulé de cette étude ne doit pas tromper le lecteur. Le point de départ est bien constitué par Ebla au IIIe millénaire, mais la plus grande partie de l'article est consacrée à des témoignages de l'époque amorite. Les 8 lettres inédites, citées alors sous forme d'extrait, ont depuis été complètement publiées, que ce soit dans Florilegium Marianum 7 ou encore dans les volumes 34 ou 35 des archives royales de Marie. Alors on a déjà rencontré cette assemblée qui s'appelle Tartamum dans la lettre de Yatarkapkab que j'ai citée tout à l'heure à propos de la Tax Mixum, et en voici un nouvel exemple. On le trouve dans une lettre du chef de musique Waradilishu qui a été envoyé en mission à Alep, et sur le chemin du retour, il s'arrête à Imar, et je lui laisse maintenant la parole. Maintenant que je suis arrivé d'Alep à Imar, les bateaux sont bloqués à cause d'Itsuraddu. Alors, allant à leur assemblée, pour Rum, lors de la délibération, Tartamum, je les ai apostrophés relativement aux bateaux qu'ils retiennent. Ils se refusent absolument à prendre en compte ce que je leur dis. Ils ont répondu, pour l'heure, si toi tu ne payes pas l'argent relatif à Itsuraddu, nous te retiendrons. Pour l'heure, ils se sont emparés de ce qui pouvait être retenu de moi en compensation d'Itsuraddu. Je verrai leurs intentions, ce n'est que lorsque j'aurai récupéré les bateaux qui sont retenus que je partirai chez Monseigneur. Alors l'affaire est allusive. Il semble que cet Itsuraddu était un marchand mariotte qui avait commis, disons, une indélicatesse, et donc l'assemblée des gens d'Imar, en représailles, empêche Waradilishu de repartir en bateau en direction de Marie, et on voit une fois de plus à quel point le contrôle de la navigation fluviale mettait Imar dans une position de force. Il semble que, en définitive, Imar était dans une situation paradoxale. D'un côté, la ville appartenait au royaume d'Alep et était, comme on l'a vu, contrainte d'obéir à son souverain, mais d'autre part, sa relative autonomie la conduisait à se proclamer neutre. Une lettre de l'Anasum rapporte les discussions entre des Yaminites et l'assemblée d'Imar. Les Yaminites, qui étaient en guerre contre Zimrilim, voulaient empêcher que du grain parvienne par bateau d'Imar à Marie, et la lettre continue ainsi. Alors, Imar lui a répondu ceci, disant « Moi, je suis un Assarum. C'est avec tout le monde que j'ai des relations pacifiques. Je n'ai pas d'ennemis. » Voilà ce qu'ils lui ont répondu. Alors, le terme de Assarum est un apax, mais quand on lit la lettre, c'est une réponse de Suisse. On aurait envie de dire, parce que dans ce contexte, en effet, il est bien difficile de ne pas traduire Assarum par quelque chose comme neutre. Les marchands d'Imar déclarent qu'ils ne veulent pas être mêlés au conflit qui opposait les Yaminites et le roi de Marie, les affaires avant tout. Donc, on voit qu'Imar, quoique jouissant d'une forte autonomie, était néanmoins rattaché au royaume d'Alep, et en ce sens, la description par le terme cité-État ne correspond pas tout à fait à la réalité. Mais quel était le statut de la région située plus en aval ? Eh bien, cette zone était dominée par la ville de Abattoum. Cette ville se trouve désormais localisée avec un bon degré de certitude au Tel Thadain, sur la rive droite de l'Euphrate, entre le barrage de Tabqa et le barrage Al-Ba'ath, à quelques kilomètres en aval. À l'époque de Zimrilim, le roi d'Abattoum était Dadi-Hadoun, et il était à la tête des Rabéens, qui étaient une des 5 tribus yaminites. On a 10 lettres de Dadi-Hadoun qui ont été
publiées, et il existe pas moins de 66 références à ce roi, dont il faudra un jour étudier systématiquement l'histoire. Voilà en tout cas un portrait que nous n'avons pas le temps d'accrocher dans notre galerie, mais dont la place doit être réservée. Et maintenant, nous allons continuer à descendre l'Euphrate, et notre prochaine étape sera la ville de Toutoul. C'est une ville qui a eu une importance idéologique considérable. Et c'était une des deux villes du Moyen-Euphrate consacrées au dieu Dagan, l'autre étant Terka. Alors, aux yeux des historiens actuels, Terka est considérée comme plus importante que Toutoul. Mais on doit remarquer que c'est à Toutoul et pas à Terka que le roi d'Akkad, Sargon, vers 2340, est censé avoir reçu de Dagan la royauté sur les régions occidentales. Et de même, dans le prologue, pas l'épilogue, excusez-moi, dans le prologue de son code, Hammurabi de Babylone mentionne la domination sur la région du Moyen-Euphrate par rapport au dieu Dagan de Toutoul. Et donc, il vaut la peine de s'attarder sur cette ville et de dresser le portrait de quelques-uns de ses dignitaires. Pendant longtemps, on a cru que la localisation de Toutoul ne posait pas de problème parce que des listes lexicales mentionnaient un toponyme Toul-2 à proximité de Hit, donc en territoire irakien. Et c'est en 1974 que Georges Dossin a publié des textes de Marie montrant l'existence d'une ville de Toutoul à l'embouchure du Balir, donc bien en amont, en territoire syrien. Et sa connaissance directe du terrain le conduisit à localiser cette ville au Tel Bia, qui est à proximité immédiate de l'actuelle ville de Rakka. Il l'appela donc Toutoul sur Balir, pour la distinguer de son homonyme en aval sur l'Euphrate. Et 15 ans plus tard, cette dualité a été remise en cause indépendamment par Walter Mayer et par moi-même. Nous avons pu montrer que tous les textes renvoyaient en fait à la ville du Balir inférieur. La notation Toul-2 décrit en réalité les pluies de bitume qui sont caractéristiques des environs de Hit et non pas la ville de Toutoul. À la suite de la découverte de Dossin, une équipe allemande dirigée par Eva Stromanger a entrepris la fouille du Tel Bia entre 1980 et 1995. Elle a été très fructueuse et désormais tous les rapports définitifs sont parus dans la série WVDOG. Nous verrons successivement ce que l'on sait de Toutoul aux trois époques dominées par Yardounlim, Samsi-Adou et Zimrilim. Donc nous allons prendre un rythme chronologique qui dépend de la vie de Marie, qui nous a donné beaucoup d'informations, en plus de ce qui a été trouvé lors des fouilles. À l'époque où Yardounlim était roi de Marie, donc fin 19e, début 18e siècle, Toutoul fut d'abord la capitale d'un royaume aux mains d'un certain Barlou Kullim, décrit dans l'inscription de la brique du temple de Shamash comme roi de Toutoul et du pays des Amnanéens. Et celui-ci s'est allié à deux voisins qui étaient comme lui des Yaminites, dont les capitales étaient situées en amont et en aval. D'un côté, Ayaloum, roi d'Abattoum et du pays des Rabéens, et de l'autre, Laoum, roi de Samanoum et du pays des Ouprapéens. L'inscription du temple de Shamash fait de Samanoum le lieu de la bataille décisive entre ces trois rois yaminites et Yardounlim, qui lui appartenait au groupe des Simalites. Mais les noms d'années de Yardounlim commémorent des victoires du roi de Marie plus au nord, aux portes de Toutoul et d'Abattoum. Et à la suite de ces victoires, Yardounlim se para, dans l'inscription dite du disque, du titre de roi de Marie, de Toutoul et du pays bédouin.
les fouilles allemandes ont exhumé une cinquantaine de tablettes, retrouvées essentiellement dans des décombres à l'extérieur du mur oriental du palais A, qui ne comportent aucune date, et il s'agit en bonne partie de tablettes analogues à ce qu'on appelle les tablettes Shakanaku à Mari, ce qui permet de les situer immédiatement avant ou au début du règne de Yardulim, dont le nom apparaît d'ailleurs sur une tablette. C'est pour l'époque où Tutul a été intégré au royaume de Haute-Mésopotamie, de Samsiadou, que les informations livrées par les fouilles de Tutul sont les plus importantes. Les archéologues allemands ont en effet découvert un bâtiment appelé Palais A, qui s'est révélé être un palais occupé par l'administration de Yasmaradou, et Yasmaradou lui-même y a fait des séjours. Ce bâtiment ressemble beaucoup au palais de Mari, et plus précisément au secteur de la cour du palmier et de la salle du trône qu'on sait avoir été remanié à l'époque de Samsiadou, avant que Yasmaradou ne s'y installe, et donc on voit qu'il y avait une sorte d'idéal type palatial qu'on retrouve dans ces deux réalisations. On a retrouvé dans ce bâtiment un total de 325 tablettes datées de l'époque de Samsiadou, dans 5 locus différents, et qui couvrent une période de 12 ans, depuis l'éponymie d'Ibn Adou jusqu'à celle de Tab Tzili Ashur. Ce sont essentiellement des textes administratifs, avec également quelques lettres, et on note aussi la présence d'une incantation en langue ourite. On doit enfin signaler de nombreuses empreintes de sceaux, dont 40 comportent une légende. Et donc tout cela a été publié, en ce qui concerne les textes, par Manfred Krebernik et les empreintes de sceaux par Adelaide Otto. Un dossier intéressant concerne les troupeaux de bovins. On a un lot de 85 étiquettes scellées qui permet de constater à quel point une maladie a frappé simultanément les troupeaux dans la région de Tutul, sous les éponymies de Rigmanum et de Ikupia. Un des problèmes récurrents de Tutul tenait à sa situation en aval sur le Balir, à proximité de son embouchure avec l'Euphrate. En effet, le débit de cette rivière n'était pas considérable et, par conséquent, si les villes qui étaient situées plus en amont détournaient de l'eau pour irriguer leur territoire, eh bien, Tutul pouvait à ce moment-là se retrouver en panne sèche. C'est ce que montre un dossier réuni par Georges Dessin et complété par Pierre Villard. Samsiadou avait donné priorité à Tutul sur la ville de Tserda, située juste en amont, pour les cultures irriguées, mais voilà que les gens de Zalpar, encore plus en amont, ont détourné les eaux à leur profit, et tout ça, évidemment, engendre des désordres. De manière plus générale, Pierre Villard a pu montrer qu'après avoir reçu la région de Tutul, eh bien, Yasmaradou a eu toutes les peines du monde à y imposer son autorité. Son incapacité à prévenir les ingérences de Sintiri, qui était le commandement de la marche militaire organisée autour de Shubat Shamash, donc dans cette région située par ici, entre le Balir et l'Euphrate, eh bien, lui valut de la part de son père une lettre en forme d'ultimatum qui le sommait de prendre des mesures énergiques pour tenir Tutul, ou bien de renoncer à toute forme d'autorité sur la ville. Cette ville, c'est-à-dire Tutul, c'est à toi que je l'ai remise. Alors, pourquoi renvoies-tu sans cesse par devers moi une décision la concernant? Si tu es capable de tenir cette ville, tiens-la. Si tu ne le peux, ils sont nombreux ceux qui sont dotés de l'énergie pour la tenir. Devrais-je donner cette ville à un homme qui sera doté de l'énergie pour le faire? Sinon, c'est toi qui sortiras de cette ville. Oui, toi. Toujours la gentillesse de Samsiadou à l'égard de son fils. Et le fait est que la valse des gouverneurs à Tutul à cette époque est impressionnante, et on sait bien que
de tels mouvements rapides de représentants du pouvoir sont une forme de faiblesse de la part de celui qui est au-dessus. On voit successivement à Toutoul, comme gouverneur, Shamash Tilassou, Yachoubel, Abdou Madagan et Soumrou Rapi. Sous Imrilim, eh bien, le palais de Toutoul a conservé 3 tablettes qui semblent dater du moment où Zimrilim, descendant l'Euphrate depuis Imar, était en train de conquérir le royaume de Yasmaradou. Donc, vous voyez, année où Zimrilim est entré à Toutoul. Mais, contrairement à ce qu'avait laissé entendre une restitution erronée du Grand Tureau d'Angers, tout le monde peut se tromper, Toutoul ne figure pas dans la titulature de Zimrilim, comme nous l'avons montré dans Florilegium Marianum V. Il n'y a pas la place pour une telle restitution qui a été faite uniquement à cause du parallèle supposé avec la titulature de Yardunlim. Mais précisément, nous allons voir que le statut de Toutoul sous Zimrilim était différent de celui que la ville avait connu à l'époque de Yardunlim. Et ici, je dois dire que j'ai un désaccord avec Jean-Marie Durand en ce qui concerne l'organisation politique de Toutoul à l'époque. Je lui avais donné mon point de vue quand je relisais son manuscrit de ARM 34, mais je n'ai pas réussi à le convaincre, et donc je vais vous donner aujourd'hui ma façon de voir les choses. Jean-Marie Durand a refusé l'existence de roi à Toutoul sous Imrilim parce qu'il considérait que le roi de Toutoul, c'était le dieu Dagan. Or, ceci est vrai à Terka, mais pas à Toutoul. Terka, en effet, n'a jamais eu de monarque localement. Mais nous avons vu tout à l'heure que Toutoul avait été le siège de la royauté de Barloukoullim sous Yardunlim avant que celui-ci n'annexe la ville. Et par ailleurs, Jean-Marie Durand a mis l'accent sur l'existence à Toutoul d'une assemblée Tartamoum analogue à celle que nous avons étudiée à Imar. Et donc son raisonnement, c'était de dire, puisque Imar n'a pas eu de roi à l'époque paléo-babylonienne, eh bien, ça doit être également la même chose à Toutoul. Mais en écrivant ça, il oublie qu'on a ce roi Barloukoullim à l'époque de Yardunlim, alors que nous savons qu'Imar n'avait pas de roi à l'époque de Yardunlim. Un dernier argument, à mes yeux, tient à la présence à Toutoul d'un représentant de Zimrilim désigné par le titre de Chazanoum. Une étude de Lionel Marty a réuni et commenté les attestations de ce mot dans les sources de Marie, et dans tous les autres exemples dont nous disposons, on voit un Chazanoum installé comme représentant de Zimrilim auprès d'un roi local. Donc il faut chercher dans la documentation sur Toutoul à l'époque de Zimrilim, qui pouvait être roi. Eh bien, à mes yeux, ce furent successivement Yakbarlim et Yachoub Dagan. Un texte me semble absolument clair, c'est la lettre de l'Anassoum ARM 34-102, que je propose de traduire ainsi. Dit à Monseigneur, ainsi parle l'Anassoum, ton serviteur, précédemment, j'avais écrit à Monseigneur en ces termes: depuis que Yakbarlim est entré sur son trône, cet homme m'a été hostile. Voilà ce que j'avais écrit à Monseigneur. La suite, très mutilée, ne peut faire l'objet que de spéculations, mais ce passage est parfaitement clair. L'expression Ana Koussim Ereboum est bien connue, et nous l'avons vu tout à l'heure sous le calame du secrétaire de Zimrilim, lorsqu'il faisait allusion à sa montée sur le trône avec l'aide du roi d'Alep. Et donc, je ne vois pas pourquoi on ne verrait pas ici la preuve que Yakbarlim était roi de Toutoul. Et je dirais que il est logique qu'à la fin du royaume de Haute-Mésopotamie, eh bien, on ait vu la reconstitution d'une royauté locale à Toutoum, comme ça a été le cas à Batoum et dans de très nombreuses autres villes. Et une autre lettre de l'Anassoum va dans le même sens. Il est question d'opposants à l'Anassoum qui vont se rendre à Marie. Or, ces gens vont parler à Monseigneur en ces termes:
L'expulsion du Razanoum, c'est-à-dire de lui-même, a été promise au moment de l'entrée de Dagan. Voilà ce qu'ils diront à Monseigneur, que Monseigneur leur répondre ce qu'il faut répondre. Autre chose, ces gens me harcèlent à la campagne comme en ville. Et depuis que le maître du trône siège sur son trône, cet homme me méprise et il me traite de haut. Donc la datation de cette lettre est incertaine, mais vu la proximité thématique qu'elle a avec la précédente, j'aurais tendance à penser qu'il s'agit ici encore de Yagbarlim. Et une troisième lettre me paraît confirmer le statut royal de Yagbarlim. Le roi de Nihriya, Bunu Ma'adou, s'approchait de Toutoul pour y sacrifier au dieu Dagan. Il était accompagné par Itzikatar, qui était un roi yarichéen, et par Lahun Dagan, un roi ouprapéen. Et la Nassoum voulait limiter leur escorte à 50 hommes, mais Yagbarlim a autorisé l'entrée de plus de 1000 personnes dans la ville de Toutoul. Et la lettre se poursuit ainsi. Ces gens sont restés 2 jours dans la ville, ils ont pris le repas dans le temple de Dagan, on reviendra là-dessus tout à l'heure, et en partant, Bunu Ma'adou, Lahun Dagan, Itzikatar et Yagbarlim ont prêté un serment par le dieu, mais je n'ai pu entendre les termes de leur serment par les dieux. Donc ici, c'est clairement la description d'une alliance conclue en bonne et due forme entre ces 4 individus. Il y en a 3 qui sont sûrement des rois, et il n'y a donc pas de raison que Yagbarlim ne soit pas roi lui aussi. Yagbarlim disparaît ensuite, et c'est un certain Yashub Dagan qui occupe une place centrale dans les lettres de la Nassoum, et donc je pense que c'est lui, le roi de Toutoul, qui a succédé à Yagbarlim. Alors on arrive maintenant à la Nassoum, dont le portrait est tout à fait intéressant parce que c'est le type même du serviteur malheureux. On en rencontrera d'autres plus tard. Donc c'est lui qui était le Razanoum, nommé par Zimrilim comme son représentant à Toutoul, et Jean-Marie Durand a publié sa correspondance dans ARM 34, dont il avait déjà donné de nombreux extraits dans des articles antérieurs. Donc ce sont des lettres adressées à Zimrilim. On aurait bien aimé disposer des archives de la Nassoum à Toutoul, mais sa résidence n'a pas été rencontrée par les fouilleurs. Les relations entre la Nassoum et le nouveau roi de Toutoul n'ont pas été meilleures que du temps de Yagbarlim. Et Zimrilim a jugé bon d'envoyer un certain Aboum El pour juger sur place de la situation et, accessoirement, percevoir le tribut qui lui était dû. Et la Nassoum écrivit une très longue lettre que je vais vous citer en entier pour une fois. « Dis à Monseigneur, ainsi parle la Nassoum, ton serviteur. Monseigneur avait envoyé Aboum El pour faire livrer le tribut qui se trouve imposé sur les gens de Toutoul. Naguère, c'est lui qui est entré dans la maison même de Yashub Dagan. Lui et Yashub Dagan, tout ce qu'ils ont bien pu dire et tous les propos qu'ils ont tenus, 2 jours après, c'est quelqu'un parmi les citoyens de la ville, qui a de bons rapports avec moi, qui me les a rapportés de façon sûre, en ces termes. Voici les propos qu'Aboum El a tenus à Yashub Dagan. Donnez le tribut qui est à votre charge et chassez chez nous, c'est-à-dire à Marie, le Razanoum. Voilà ce qu'entre autres choses, Aboum El a dit à Yashub Dagan. Donc, une négociation de la part de l'envoyé du roi de Marie. Vous versez le tribut que vous devez au roi de Marie, et en échange, eh bien, son représentant va être rappelé dans la capitale. À son retour du Yamrad, il, c'est-à-dire toujours Aboum El, est entré à Toutoul, il est entré dans la demeure même de Yashub Dagan, et le lendemain, Yashub Dagan et Aboum El ont envoyé un message à Yasmaradou. Alors ici, il ne s'agit pas du fils de Samsiadou, hein, c'est un roi yaminite. Ils se sont rencontrés tous les 3, et tous les 2 ont parlé à Yashub Dagan de me chasser, donc à Marie. Et autre chose, Aboum El et Yasmaradou ont dit ceci à Yashub Dagan, étant donné que la Nassoum est l'ennemi juré des Yaminites. Ces derniers sont tous réunis et menacent Toutoul.
donnez le tribut qui vous est imposé, et après mon départ, là c'est bien entendu Aboum El qui parle, chassez le Razanoum. Voilà ce qu'entre autres choses, ils ont dit tous les deux à Yashub Dagan. Donc toujours ce deal, comme on dirait aujourd'hui. Et autre chose, depuis que cet homme est venu, c'est-à-dire Aboum El, il a fait tenir à toute la ville des propos séditieux me concernant, et tout le monde ne parle que de mon expulsion de la charge de Razanoum. Et autre chose, Yasmaradou et Yashub Dagan ont dit ceci à Aboum El, toi qui es proche de la porte du palais, attire l'attention à son sujet pour qu'il chasse le Razanoum de Toutoul, et lui leur a répondu oui. Et autre chose, Yashub Dagan envoie message sur message à Imar continuellement pour dire « Le dieu Dagan ne cesse de me réclamer des sacrifices comme l'an dernier, mais je ne suis absolument pas capable de les donner du fait qu'il y a un Razanoum. Il ne convient point qu'un Razanoum soit en poste. » Et la conclusion de la lettre, c'est pour obtenir mon renvoi que Yashub Dagan envoie message sur message à Imar. Donc, l'Anassoum essaye désespérément de convaincre Zimrilim qu'il faut le maintenir sur place. Et manifestement, l'Anassoum a résisté longtemps à toutes ces pressions. Notamment, on a une lettre à RM 34-113 dans laquelle il demande à Zimrilim de faire savoir que s'il était chassé, il serait aussitôt remplacé par quelqu'un d'autre. Mais finalement, il capitula, demandant lui-même à être rappelé par le roi dans une lettre assez poignante où il se déclare menacé dans sa vie même. Au départ, Jean-Marie Durand avait surtout mis l'accent sur l'existence d'une assemblée Tartamoum à Imar, mais lorsqu'on fait le point aujourd'hui, on s'aperçoit que sur 8 attestations de ce mot, 6 ont en fait trait à la ville de Toutoul. Et le principal contexte où l'on voit cette assemblée intervenir, c'est le paiement d'une redevance appelée siroum. Et on a bien l'impression que siroum, c'est le mot local qui désignait ce tribut que l'on voit sous la forme biltoum dans la lettre que j'ai citée tout à l'heure. Donc, il y a beaucoup de lettres qui parlent de cela. Je me limiterai à citer une lettre de l'Anassoum au sujet de l'impôt siroum dû à Monseigneur, qui se trouve pesé sur les gens de Toutoul, à 2 ou 3 reprises comme une seule. J'ai insisté auprès du Tartamoum et je leur ai posé la question. Et on voit les Toutouliotes qui, à ce moment-là, interrogent les gens d'Imar, et ceux-ci répondent qu'ils versent le siroum à 3 rois, et donc ils estiment que Toutoul peut bien payer cette redevance à Zimrilim. Et la lettre reprend. Alors, les gens de Toutoul se sont réunis avec un autre plan. Et alors, ils ont discuté ainsi, disant « Envoyons des messagers chez Zimrilim pour que nous ne donnions pas cette année le siroum. » Voilà leur résolution. Maintenant, voilà que le messager des gens de Toutoul, qui va venir chez Monseigneur, cet homme va tenir à Monseigneur des propos trompeurs et mensongers. Il va tenir ce discours à Monseigneur disant « Celui de cette année, il ne faut pas que nous le donnions. » Alors Monseigneur doit leur faire cette réponse-ci, disant « Pourquoi ne le donneriez-vous pas? Y a-t-il quelque chose dont vous soyez en manque? Vous allez faire entrer dans vos greniers un grain abondant. Vous avez 10 000 moutons, vous avez 1000 bœufs, ce qui est le croix des vaches reproductrices dont je vous ai fait don. Pourquoi l'escamotez-vous? » Autrement dit, résolus à ne plus payer du tout le siroum, les Toutouliotes, dans leur assemblée, se mettent d'accord pour que, dans un premier temps, ils réclament une exemption d'1 an. Mais l'Anassoum, qui a assisté à la délibération, conseille à Zimrilim de ne pas céder, car s'il lâche pour 1 année, ça risque d'être fichu pour la suite. Et je voudrais maintenant passer à l'examen du temple de Dagan. Celui de Toutoul n'est pas aussi célèbre à nos yeux que celui de Terka, mais on aurait tort de le négliger.
Aussi bien à Toutoul qu'à Terka, malheureusement, les fouilles n'ont pas permis jusqu'à présent de retrouver le sanctuaire de Dagan. Par ailleurs, la synthèse de Luis Feliu en 2003, de nature essentiellement textuelle, est désormais à compléter puisqu'il n'avait pas pu tenir compte de la publication par Krebernik des textes trouvés à Toutoul. Et puis on trouve d'importantes références supplémentaires dans ARM 34. Alors, on note d'abord le rôle du temple en matière économique. On a une lettre de l'Anassoum qui semble montrer que des marchands pouvaient déposer de l'argent devant le dieu Dagan, ce qui pourrait leur avoir assuré une forme de garantie en cas de vol, mais la lettre est malheureusement assez laconique. Une autre lettre de l'Anassoum, après avoir mentionné le fait qu'un sacrifice animal a été offert à Dagan de la part de Zimrilim, rapporte au roi une prophétie. « Monseigneur m'a écrit, présentement j'ai fait envoyer à Dagan un sacrifice, offre un bœuf et 6 moutons mâles. Maintenant, le sacrifice de Monseigneur est arrivé, sain et sauf, à la ville, et il a été sacrifié devant Dagan. Le pays a mangé le repas, et toute la ville s'est beaucoup réjouie du sacrifice de Monseigneur. » C'est la deuxième mention d'un repas mangé collectivement à l'occasion d'un sacrifice animal dans le temple de Dagan de Toutoul. Alors, ici, on a un problème, c'est que nous ne savons pas si c'était un rite particulier à ce temple ou si c'était quelque chose de banal, mais que, par 2 fois, l'Anassoum a cru bon de le préciser. Il poursuit sa lettre ainsi. « Or, un extatique Mouchoum s'est dressé devant Dagan et a parlé ainsi. « Jusqu'à quand ne pourrais-je boire des eaux pures? Écris à ton Seigneur qu'il me fasse boire des eaux pures. » Donc ça, c'est le Dieu qui est censé parler par la bouche du prophète. Et donc l'Anassoum continue. « Maintenant, j'ai fait porter chez mon Seigneur une touffe de cheveux de sa tête et sa cordelette, que mon Seigneur éclaircisse l'affaire. » Il est assez vraisemblable que cette histoire d'eau pure est à comprendre comme un écho dans le registre religieux des difficultés d'approvisionnement en eau que connaissait la ville de Toutoul de façon chronique, comme nous l'avons vu tout à l'heure pour l'époque de Yasmaradou. Dans la lettre ARM 34-109, l'Anassoum indique d'ailleurs explicitement que des Ouphrapéens installés en amont sur le Balir empêchent l'eau de la rivière de s'écouler jusqu'à Toutoul, et ils faisaient ça dans un but politique. Ils espéraient ainsi que les gens de Toutoul se rebelleraient contre Zimrilim et rejoindraient leur camp. Et tel est sans doute l'arrière-plan politique de la prophétie que nous venons de lire. Et puis on doit, pour terminer, souligner l'importance d'un petit texte administratif où figure le mot « sikanoum » qui désigne un bétil. La tablette KTT 157, donc découverte à Telbia, enregistre une dépense de bière et de farine offert au bétil de Dagan en l'éponymie de Haddou Bani. La question qui se pose, c'est de savoir si ce bétil se trouvait dans le temple. Jean-Marie Durand est allé jusqu'à se demander si ce bétil ne remplaçait pas la statue du dieu dans le sanctuaire. J'ai une suggestion à faire qui m'est apparue samedi en relisant une lettre de Bardilim, que voici. Souri Hamou a appris que Dagan était entré à Toutoul et il est allé voir Yarimlim en disant « Dagan est entré à Toutoul », puis là, un passage cassé, « pour que je prie et offre un sacrifice pour notre Seigneur et qu'il me protège. » Yarimlim, si la restitution est juste, le lui a promis et Tsuri Hamou est entré à Toutoul devant Dagan. Soumoulaba et Dadi Hadoun avaient fait le déplacement avec Dagan. Dagan est entré depuis le 16 à Toutoul et j'ai envoyé cette tablette chez Monseigneur. Et puis, par ailleurs, il y a la lettre ARM 34-117 qui fait allusion à l'entrée de Dagan comme à un événement qui se produit à date régulière. Et donc, je me demande si il n'y avait pas en réalité une seule statue de Dagan qui résidait en alternance à Terka et à Toutoul le reste du temps,
le dieu aurait été présent sous la forme d'un Béthil, mais il ne s'agit que d'une idée que je n'ai pas encore eu le temps d'approfondir, donc ça n'est même pas encore une hypothèse, c'est quelque chose qu'il faudra vérifier. Il est temps de conclure. Vous voyez donc que dans des villes importantes, la royauté pouvait être inexistante ou limitée par une assemblée. Clairement, il y a une forte tradition de gouvernance collective par des assemblées dans cette région du Moyen-Euphrate. Alors on peut faire à ce sujet 2 remarques. Ça n'est pas par hasard que ces cas correspondent à des villes dont la prospérité reposait avant tout sur le commerce. Et donc, si on veut continuer du point de vue typologique, eh bien, il faut bien évidemment, comme l'avait esquissé Jean-Marie Durand, comparer le cas d'Imar avec celui d'Achour. On y reviendra quand on parlera d'Achour à la fin de ce cycle de cours. Et puis, je ne peux pas m'empêcher d'ajouter une remarque. Je n'aurais jamais pensé coller de si près à l'actualité. La région de Tapka que nous avons examinée tout à l'heure, eh bien, depuis la semaine dernière, elle est au centre de l'attention de tous ceux qui s'intéressent à la Syrie. Et puis par ailleurs, l'utilisation des droits de douane dans le cadre de négociations diplomatiques connaît une nouvelle actualité et certains seraient peut-être étonnés de savoir que leurs menaces reproduisent des comportements vieux de 3800 ans. La semaine prochaine, nous allons remonter le cours de l'Euphrate pour étudier le royaume de Carchemish et je vous remercie de votre attention.